Un parti nationaliste qui accède pour la première fois au pouvoir en Suède, des affrontements meurtriers dans le Haut-Karabakh ou encore la finale de l'Euro de basket qui se tient aujourd'hui entre la France et l'Espagne. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Le premier thème de notre revue d'actualité européenne cette semaine, c'est les élections. Deux pays en Europe sont concernés, il s'agit de la Suède et de l'Italie. Alors aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à la Suède, puisque en Italie, les élections elles auront lieu dimanche prochain. Concernant le pays scandinave, le scrutin s'est déroulé dimanche dernier, et avec 176 députés contre 173, c'est la coalition de droite libérale conservatrice avec les partis nationalistes qui arrive en tête, contre la coalition formée essentiellement par les sociodémocrates et les Verts. Ce scrutin, il a surtout été marqué par le score historique des nationalistes, qui a obtenu près de 20,5% des voix. Alors il faut savoir que ce parti, qui s'appelle les démocrates de Suède, a été fondé dans les années 80 par des militants nationalistes, dont des néo-nazis, et a beaucoup pesé sur cette campagne qui s'est essentiellement concentrée sur les thèmes de l'insécurité et de l'immigration. Et donc, pour que vous y voyez plus clair, la coalition qui est maintenant au pouvoir se compose des démocrates de Suède, du parti Les Modérés, qui est l'équivalent de la droite traditionnelle, des chrétiens démocrates, mais également des libéraux. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas encore fini d'entendre parler de la Suède. Entre la crise énergétique, une inflation à quasiment 10%, le processus d'adhésion à l'OTAN ou encore la présidence du Conseil de l'Union Européenne à partir du 1er janvier 2023. Et donc, comme j'évoquais en introduction, l'autre pays concerné par des élections cette semaine, c'est l'Italie. Et là aussi, c'est une coalition de conservateurs et de nationalistes qui est en passe de gagner les élections. Et cette semaine, un grand débat télévisé a opposé Giorgia Meloni, la chef du parti nationaliste Fratelli d'Italia, à Enrico Letta, le chef du PD, qui est l'équivalent du Parti Socialiste en France. Le scrutin se tiendra donc dimanche prochain, et on essaiera de vous faire vivre depuis Rome en direct quelques réactions. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être informé de ce qui se passe en Italie. On poursuit cette revue d'actualité européenne avec le thème de la guerre en Europe. De violents affrontements ont eu lieu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ont fait à ce stade déjà plus de 200 morts. Alors pour bien comprendre pourquoi ces deux pays se font la guerre, il faut faire un petit retour en arrière. Très concrètement, les guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, elles existent depuis les années 90, mais elles ont pris une nouvelle tournure en 2020, lorsque les deux pays se sont disputés le contrôle de la région du Haut-Karabakh. Alors il se trouve que ce territoire se situe en grande partie en Azerbaïdjan, mais il est composé quasi exclusivement d'Arméniens. Et si les combats sont repartis de plus belle cette semaine, c'est aussi que la Russie, qui est traditionnellement le médiateur, porte toute son attention sur la guerre en Ukraine et ne peut donc plus gérer les différends entre les deux pays. Il faut savoir que c'est un sujet très sensible à l'échelle européenne, mais également à l'échelle nationale. L'Azerbaïdjan, c'est en effet un des plus gros fournisseurs de gaz de l'Union européenne, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais en même temps, la France a été l'un des premiers pays au monde à reconnaître le génocide arménien, et le pays est également constitué d'une forte communauté arménienne. On passe à la deuxième guerre qui sévit en Europe depuis maintenant plus de 7 mois, celle qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le président Volodymyr Zelensky, dans la nuit du 14 au 15 septembre, a vu sa voiture être violemment percutée par un automobiliste. Il est sorti indemne de cet accrochage, mais une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Mais ce n'est pas le seul accident de voiture qui a eu lieu cette semaine, puisque Vladimir Poutine, le président russe, aurait également échappé à une tentative d'assassinat lorsqu'il se trouvait dans son véhicule. Vladimir Poutine sera a priori indemne et le véhicule aurait été sécurisé. Toujours est-il que concernant Vladimir Poutine, la semaine a notamment été marquée par sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. C'est une première depuis le début du conflit et ça ne va pas faire plaisir aux Occidentaux, mais les deux présidents ont annoncé vouloir renforcer leurs liens. Et pendant que Vladimir Poutine recevait Xi Jinping, le président ukrainien annonçait que l'Ukraine avait désormais pour priorité d'intégrer le marché commun de l'Union européenne. Et on passe à présent à notre troisième thème qui concerne les institutions. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France cette semaine pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles françaises de djihadistes en Syrie. Très concrètement, la France aurait refusé de rapatrier 2 femmes de djihadistes et leurs enfants. Et l'autorité judiciaire européenne a donc demandé le réexamen de ces cas. Le ministère des Affaires étrangères a immédiatement réagi en déclarant, je cite, « prendre acte de la décision et envisager de nouveaux rapatriements chaque fois que les conditions le permettent ». Mercredi, c'était le fameux discours sur l'état de l'Union. Alors très concrètement, chaque année, au mois de septembre, des eurodéputés font leur rentrée et la présidente de la Commission européenne se rend au Parlement pour prononcer un discours. Il a d'ailleurs un double objectif, celui de dresser le bilan de l'année écoulée, mais également d'annoncer les chantiers prioritaires pour les mois à venir. Et ce mercredi, Ursula von der Leyen a annoncé entre autres que l'Union européenne allait doubler ses moyens de lutte contre les incendies. Elle a également annoncé la création d'une banque publique dédiée à l'hydrogène et une grande réforme du marché de l'électricité. La troisième actualité en lien avec les institutions concerne la Pologne. Le ministre de la Culture du pays, Piotr Gliński, a déclaré cette semaine que le blocage de la Commission
concernant les paiements du plan de relance était un chantage pur et simple visant à forcer un changement de pouvoir. Et il a également annoncé que la Pologne envisageait d'emprunter de l'argent à l'Asie si la Commission européenne refusait de lui envoyer l'argent du plan de relance. L'institution bruxelloise estime entre autres que la Pologne ne remplit pas les conditions requises, et notamment celle de l'indépendance de la justice, mais ce n'est pas le seul pays qui est en conflit avec les institutions européennes. En effet, cette semaine, la députée écologiste française Gwendoline Delbos-Corfield a présenté un rapport au Parlement européen dans lequel elle accuse la Hongrie d'être, je cite, un régime hybride d'autocratie électorale, et les eurodéputés se sont exprimés en très grande majorité en faveur de ce rapport, ce qui ne devrait pas réchauffer les relations qu'entretient l'Union européenne avec la Hongrie. Le quatrième thème de cette revue d'actualité européenne concerne le sport. On vous en avait parlé dans la revue d'actualité européenne de la semaine dernière, mais l'Euro de basket a lieu en ce moment et ça y est, on connaît les deux finalistes. Il s'agit de la France et de l'Espagne qui s'affronteront donc aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul sport qui est à l'honneur cette semaine en Europe, puisqu'en cyclisme, le Tour du Luxembourg a lieu cette semaine et se termine également aujourd'hui. Enfin en tennis, le légendaire Roger Federer met un terme à sa carrière, lui qui aura entre autres gagné 20 tournois du Grand Chelem, 6 Open d'Australie, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open. Voilà, et on termine cette revue d'actualité européenne sur la désormais ex-reine du Royaume-Uni, Elisabeth II. Le programme de ses funérailles a été annoncé dans la presse britannique. Elle devrait être inhumée lundi à 20h30 heure française. Mais avant cela, les Britanniques sont invités aujourd'hui à 19h à respecter 1 minute de silence en mémoire de la reine. Le lendemain, le cercueil cessera d'être exposé à Westminster Hall. Et le même jour, des funérailles d'État avec des dignitaires du monde entier, dont le président français Emmanuel Macron, auront lieu. Le lundi 19 septembre a d'ores et déjà été déclaré jour férié au Royaume-Uni. Alors concernant le chiffre de la semaine, aujourd'hui le 18 septembre, c'est l'anniversaire de la naissance de l'empereur romain Trajan en 53 après Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Trajan s'est surtout fait connaître pour avoir étendu l'empire romain à travers les conquêtes de l'Arménie, de la Mésopotamie ou encore de la Dacie. Il est aussi connu pour avoir entamé de grands travaux dans la ville de Rome, tels que les thermes, le forum, les marchés de Trajan ou encore la colonne de Trajan. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Êtes-vous d'accord avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de condamner la France pour non-rapatriement de certaines familles de djihadistes? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et surtout de partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.